Chapitre 8. Si seulement j'avais su qu'il fallait établir un budget pour bien gérer notre argent. Lorsque Caroline et moi nous fréquentions, il ne m'est jamais venu à l'idée de réfléchir avec elle à la manière dont nous gérerions notre budget une fois mariés. De toute façon, nous n'avions pas d'argent. Nous venions de terminer nos études de deuxième cycle, durant lesquelles nous avions l'un comme l'autre vécu en résidence universitaire. Je n'avais donc pas encore eu à louer un appartement ni à payer de factures d'électricité, et à l'époque, je m'achetais très peu d'habits. En fait, je portais les vêtements que je recevais à Noël ou à mon anniversaire. Je travaillais à temps partiel pour financer mes études, et après ma première année d'université, mes parents ont eu la gentillesse de m'acheter une voiture et de se charger des frais d'assurance. L'expérience de Caroline était assez semblable à la mienne. Sauf qu'avant de commencer ses études, elle avait travaillé une année à plein temps, période pendant laquelle elle avait loué un appartement et payé elle-même ses factures. Le seul accord financier que nous ayons conclu avant de nous marier était celui-ci. Caroline travaillerait à plein temps pendant que je continuerais mes études en troisième cycle. Cela a fonctionné pendant 2 mois. Mais elle commençait à 5h30 du matin, et comme elle n'est pas une personne du matin, avec le temps, elle s'est sentie de plus en plus mal sur le plan physique. Pardon. Nous avons donc reconnu que notre plan n'était pas bon et décidé de travailler tous les deux à temps partiel l'après-midi. Assez vite, elle a été embauchée par un de mes professeurs d'université et pour ma part, j'ai trouvé un emploi dans une banque. Nous ne gagnions pas beaucoup, mais cela suffisait pour payer le loyer et notre appartement d'étudiant, les factures, l'essence et la nourriture. Pendant 3 ans, nous n'avons pas pu nous acheter de vêtements. Lorsque, ayant terminé mon cursus, j'ai commencé à travailler à plein temps, nous disposions, en tout et pour tout, de 150 $. Durant ces années, nous n'avions pas de problème avec l'argent, puisque nous n'en avions pas. Aussi longtemps que vous acceptez ensemble de faire des sacrifices financiers pour atteindre un objectif donné, dans notre cas l'obtention de mon diplôme de troisième cycle, et aussi longtemps qu'il y a suffisamment d'argent pour payer les produits de première nécessité, vous ne risquez pas vraiment de vous disputer au sujet des finances. Pour Caroline et moi, les problèmes ont commencé à partir du moment où nous avons gagné de l'argent. À ce stade, nous n'avions toujours pas discuté de la manière dont nous voulions gérer notre budget. Et après 3 années de sacrifice, nous avions tous deux hâte de dépenser. Cependant, nous avions des idées très différentes sur les achats à faire et sur le moment qui convenait de les faire. Cette question est donc vite devenue, pour nous, ce qu'elle devient pour de nombreux couples, un sujet de division. Je ne veux pas vous ennuyer en vous racontant en détail les conflits que cela a engendré pour nous. Je veux juste souligner le fait que si nous avions réfléchi à tout cela avant le mariage, nous nous serions épargnés bien des querelles inutiles. Voici, oui, ci-après, quelques pistes très simples qui ont évité des ennuis à de nombreux couples. Entre guillemets, notre argent. Construire l'unité. La première étape consiste à vous mettre d'accord sur le fait qu'après le mariage, vous ne parlerez plus de mon argent et de ton argent, mais de votre argent. Le désir d'unité est au cœur du mariage. Vous vous engagez ensemble pour le meilleur et pour le pire. Cela impliquera de partager vos revenus et de réfléchir à ce que vous voudrez faire de votre argent. Cela signifie aussi que les éventuelles dettes de chacun deviendront vos dettes à tous les deux et que vous devrez établir un plan de remboursement. De même, les économies de chacun deviendront vos économies à tous les deux. Si vous n'êtes pas prêt pour ce genre d'unité, alors vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Économiser, donner, dépenser. Vous pouvez faire essentiellement 3 choses avec votre argent. L'économiser, le donner ou le dépenser. Et la deuxième étape, pour parvenir à une vision commune sur la question des finances, c'est de déterminer ensemble quel pourcentage de vos revenus vous voudrez allouer à l'épargne, à la libéralité et à vos dépenses courantes. C'est là une chose importante.
Au fil des années, j'ai encouragé les couples à adopter ce qu'on appelle le plan 10-10-80. Il consiste premièrement à économiser 10 du revenu total. Numéro 1. L'épargne. L'épargne permet avant tout de disposer d'une réserve en cas d'urgence, comme en cas de maladie ou de licenciement. Ensuite, elle permet de payer la facture de la carte de crédit ou les remboursements de crédit à la consommation. Enfin, elle permet de mettre de l'argent de côté pour les achats importants, exemple voiture, maison, etc. L'épargne en vue de la retraite fait normalement partie des déductions salariales. J'encourage chaque couple à souscrire à tout plan d'épargne retraite supplémentaire que pourrait proposer leur employeur. Numéro 2. Les dons. Ensuite, on peut allouer les 10 suivants aux dons que l'on pense faire. Donner, c'est exprimer notre reconnaissance pour ce que nous avons nous-mêmes reçu. Dans l'Ancien Testament, il est parlé de la dîme, ce qui correspond à 10 du revenu. Les gens les plus heureux au monde ne sont pas les plus fortunés, mais ceux qui ont appris à donner avec joie pour aider les autres, eux oui. En Acte 20, verset 35, il nous est dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Pour Caroline et moi, le fait de donner le 10 de notre revenu n'a jamais causé de problème. Nos parents nous avaient enseigné ce principe et chacun de nous avait eu l'habitude de le mettre en pratique. Ainsi, nous sommes rapidement tombés d'accord sur ce point et nous n'avons jamais regretté notre décision. Cependant, si cette notion est nouvelle pour l'un de vous, il vous faudra en discuter et trouver une solution qui convienne à chacun. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur le 10 quel pourcentage voulez-vous donner? En prenant le temps de réfléchir à cette question et de parvenir à une décision commune avant le mariage, vous vous épargnerez bien des conflits après. Point numéro 3. Les 80 restants. Les 80 restants sont à partager entre le remboursement de l'emprunt pour la maison ou le loyer, le paiement des factures courantes, eau, électricité, chauffage, et des assurances et les dépenses pour les déplacements, l'habillement, les médicaments, l'ameublement, la nourriture, les loisirs, etc. C'est à vous de décider des montants alloués à chacun de ces postes budgétaires. Et bien entendu, plus votre loyer sera élevé, moins vous aurez d'argent pour le reste. Souvent, les jeunes couples font l'erreur d'acheter une maison qui est au-dessus de leurs moyens. Il est difficile d'évaluer à l'avance le montant exact du loyer, des primes d'assurance et des autres dépenses. Si vous envisagez le mariage, je vous encourage à demander conseil à un couple marié depuis 3 ans minimum et qui habite dans un logement semblable à celui que vous aimeriez louer ou acheter. Si ça arrive, si c'est possible pour vous. Demandez-leur combien ils dépensent pour le loyer et les factures courantes. Peut-être accepteront-ils de vous en dire plus au sujet de leur budget. Cela vous donnera une bonne idée de ce qui vous attend. Il est conseillé de ne pas dépasser plus de 40 du revenu total pour le loyer et les différentes factures courantes. À notre époque, ça va être un petit peu plus difficile. Ça, c'est moi entre parenthèses. Faire les courses avec sagesse peut permettre de réaliser des économies importantes, et ce, en dépit des plaisanteries qu'on entend parfois sur la femme qui dépense 5 € d'essence pour se rendre au supermarché où elle pourra en économiser 2. Bien sûr, cela demande d'y consacrer du temps et de l'énergie, mais l'argent ainsi économisé peut être utilisé à d'autres fins. Il vaut donc la peine d'être vigilant dans ce domaine. Un autre sujet extrêmement important dont il faut discuter en couple est celui des achats à crédit. Si j'avais un drapeau rouge, je l'agiterais ici. Acheter maintenant, payer plus tard, nous entendons partout ces choses. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'en payant plus tard, on paye beaucoup plus. Les taux d'intérêt peuvent être parfois très élevés. Il est très important de bien lire le texte écrit en tout petit sur les contrats. Le crédit est un service qui se paie et son coût peut varier. Il y a un principe utile qui consiste à n'utiliser une carte de crédit que pour les urgences, c'est-à-dire les dépenses de santé, et notamment si ton auto se brise spontanément, ça l'aide énormément. Et les dépenses imprévues qui peuvent être reportées. Exemple, réparation de voiture, remplacement d'appareils électroménagers indispensables qui sont tombés en panne. Ensuite, il est important de payer la facture de la carte de crédit aussi vite que possible.
Certains conseillers financiers sont d'avis que les couples ne devraient jamais acheter à crédit. La carte de crédit a causé bien des ennuis à de nombreux couples, car elle encourage les achats impulsifs. Et naturellement, il ne nous est pas difficile de céder à nos impulsions. Je sais que les frais sont moindres si les factures sont réglées rapidement et intégralement. Mais lorsqu'on utilise régulièrement la carte de crédit, on a tendance à dépenser plus, quitte à attendre pour payer les factures. Pourquoi achetons-nous à crédit? Parce que nous voulons maintenant ce que nous n'avons pas les moyens de nous offrir maintenant. En ce qui concerne l'achat d'une maison, c'est différent, car de toute façon, il faudra payer un loyer. Et si la maison est bien choisie, elle prendra de la valeur. Et si nous sommes en mesure de verser l'acompte de départ et d'assumer chaque mois le remboursement du crédit, un tel achat est sage. Cependant, la plupart des biens que nous acquérons ne prennent pas de valeur avec le temps. Ils ont plutôt tendance à en perdre à partir du jour où nous les achetons. En les obtenant avec un crédit, nous les achetons avant de pouvoir nous les offrir. Et ce faisant, nous payons en plus les intérêts alors que les biens eux-mêmes perdent de la valeur. Je sais qu'il y a certaines choses indispensables dans notre société, mais pourquoi de jeunes mariés devraient-ils avoir, dès leurs premières années de vie commune, ce que leurs parents ont mis 30 ans à se procurer? Pourquoi devriez-vous avoir le plus beau et le meilleur maintenant? Avec une telle conception des choses, vous vous privez de la joie qu'il y a à obtenir un objet désiré après avoir attendu. Les biens absolument indispensables sont relativement peu nombreux. Vous pouvez les acheter avec votre revenu actuel. Si vous êtes au chômage, vous touchez certainement des allocations qui vous permettent de vous procurer ces choses de première nécessité. Je ne dis pas qu'il est mal de désirer mieux, si ce mieux peut être utilisé à bon escient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est préférable de vivre dans le présent plutôt que dans le futur. Réjouissez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. Il y a de nombreuses années, mon épouse et moi avons découvert un petit jeu que nous avons appris à apprécier. Il s'appelle Voyons de quoi nous pouvons nous passer alors que tous les autres croient en avoir besoin. Nous l'avons inventé par nécessité lorsque nous étions encore étudiants, mais il nous a tellement plu que nous avons continué à y jouer depuis. Voici le principe. Le vendredi soir ou le samedi, nous allons ensemble dans un grand magasin. Nous nous promenons dans les allées et nous regardons les produits qui nous intéressent. Nous lisons la notice d'emballage, nous discutons des points forts des articles, puis nous nous regardons et disons, en fait, on n'est pas obligé d'en avoir besoin. Ce n'est pas formidable, ça. Alors que les autres consommateurs sortent avec un caddie rempli et un porte-monnaie vide, nous sortons main dans la main, tout contents de n'avoir pas besoin de tout cela pour être heureux. Je recommande vivement ce jeu aux jeunes mariés. Et voici un autre conseil qui pourrait vous éviter bien des problèmes. Convenez entre vous que vous ne ferez jamais un achat important sans en parler d'abord à l'autre. Il faut pour cela préciser la somme à partir de laquelle vous estimez qu'un achat est important. Vous pourriez, par exemple, décider de ne rien acheter qui coûte plus de 80 € sans en avoir discuté ensemble auparavant. Bien des appareils high-tech resteraient au magasin si les couples suivaient ce principe. Et bien des couples seraient plus heureux d'ailleurs. Qui tiendra les comptes? J'en arrive maintenant à ma dernière suggestion en ce qui concerne la question des finances. Décidez avant le mariage qui tiendra les comptes. Celui qui s'occupe de la comptabilité, paie les factures mensuelles et connaît le solde du compte courant. Il veille à ce que les dépenses ne dépassent pas le budget qui a été fixé d'un commun accord. Mais il n'est pas pour autant le seul responsable de prendre les décisions financières, car de telles décisions se prennent à deux. Et le comptable n'est pas censé le rester pour toujours. Au bout de 6 mois de mariage, vous constaterez peut-être qu'il serait plus sage de changer de comptable. Au fur et à mesure que vous discuterez des questions financières, il deviendra évident que l'un de vous est plus à l'aise que l'autre dans ce domaine. Cependant, assurez-vous que celui qui ne tient pas les comptes
sait aussi le faire et qu'il est au courant de la situation financière de votre couple. Car vous êtes formé une équipe, ne l'oubliez pas. J'espère que les conseils exposés dans ce chapitre vous aideront à réfléchir ensemble à la question des finances et à vous mettre d'accord sur la manière dont vous voudrez gérer votre budget. Si quelqu'un m'avait parlé de ça avant notre mariage, je pense que j'aurais suivi ces conseils. Discutez-en. Premier point, pardon. Comment gérez-vous votre argent actuellement? Hmm. Essayez de répondre chacun précisément à cette question. Numéro 2. Donnez-vous 10% de votre revenu? Numéro 3. Réservez-vous au moins 10% de votre salaire pour l'épargne? Numéro 4. Discutez ensemble des questions 2 et 3 et mettez-vous d'accord sur ce que vous souhaitez pour votre vie à deux. Numéro 5. Commencez dès maintenant et chacun de votre côté à appliquer ce que vous avez décidé de votre couple, pour votre couple. Cela montrera si vous avez l'intention de vous conformer à la décision commune après le mariage. Par exemple, si vous avez décidé d'économiser 10% de votre revenu, faites-le dès maintenant. Numéro 6. Si vous êtes fiancés, tenez-vous mutuellement au courant de votre situation financière, les avoirs et les dettes. Numéro 7. Décidez ensemble de la manière dont vous pensez rembourser vos dettes une fois que vous serez mariés, c'est-à-dire un échéancier. Numéro 8. Réfléchissez à la façon dont vous pensez gérer votre budget après le mariage. Il vous faudra notamment estimer le montant du loyer et celui des charges locatives. Numéro 9. Déterminer à partir de quel montant un achat peut être qualifié d'important, puis, si vous êtes d'accord sur ce point, décidez que vous ne ferez ni l'un ni l'autre une telle dépense sans en avoir convenu ensemble auparavant. Pas d'accord, pas d'achat. Numéro 10. Qui s'occupera de la comptabilité et pourquoi? À bientôt.